bonjour à vous, bonjour là où vous vous trouvez. Et je ne sais pas dans quel fuseau horaire que vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir. Voilà, nous sommes en compagnie de M. Kita, Freddy, qui est le représentant de la démocratie chrétienne. Quand je parle de représentant, bien entendu, le secrétaire général de la démocratie chrétienne, qui est en France. Nous sommes dans un cadre bien élaboré, propice, parce que nous avons intervenu au niveau de la problématique de la Syrie. Et là, vous vous trouvez avec moi dans l'Institut du monde arabe. Et alors, que pensez-vous de cet institut? Oui, d'abord le cadre, nous ne sommes pas dans n'importe quel cadre. Vous savez qu'aujourd'hui, la RDC a des gros soucis, la Syrie aussi a des gros soucis. Donc, nous sommes là, effectivement, pour trouver des solutions par rapport aux deux peuples. Nous allons trouver, au cours de notre dialogue, c'est d'abord de comprendre encore plus la problématique de la RDC. Il y a eu un discours d'ouverture de Joseph Kabila pour ses assises du PPRD, entre guillemets, des concertations nationales. Il a fait un discours. Ce discours comportait un élément essentiel. Bon, il y a d'autres éléments, mais un élément essentiel où il devait saisir le Parlement pour demander à ces parlements de mettre en place une loi pour l'amnistie de prisonniers politiques, prisonniers d'opinion. Que pensez-vous de cette initiative? Oui, merci beaucoup Africa Rédaction, merci M. Roger Bongos, parce que je tenais à souligner personnellement que vous faites un grand travail par rapport à tout ce qui se passe chez nous au Congo. C'est grâce à Africa Rédaction que la communauté internationale aujourd'hui découvre un peu tout ce qui se passe, que ce soit à l'Est ou à Kinshasa. Aujourd'hui, moi je crois que c'est une insulte au peuple congolais. Vous savez que c'est un pouvoir ici de la fraude électorale. M. Joseph Kabila, c'est le président sortant, comme nous l'avons toujours souligné, et il ne peut pas tenir ce genre de propos tout en sachant que c'est lui qui a allumé le feu dans notre pays, c'est lui qui arrête, c'est lui qui fait des citoyens congolais comme il veut. Et aujourd'hui, il ne peut pas se permettre de proposer à ces parlements-là mécaniques des lois, je ne sais pas comment, pour amnistier les prisonniers politiques et d'opinion. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a Diomi Ndongala qui, depuis le 8 avril, est incarcéré illégalement dans cette prison de Vakala. Et M. Kabila est en conflit ouvert aujourd'hui avec l'opposition, dont M. Diomi Ndongala. Donc il ne peut pas se permettre aujourd'hui de dire que non, il va amnistier. Or, c'est lui qui allume le feu dans ces pays-là. Donc nous demandons à ce que les compatriotes congolais qui sont dans ce séminaire interinstitutionnel du PPRD de quitter ces assises-là parce que ça ne boutira à rien. Nous connaissons les manœuvres. Si M. Kabila avait cette bonne volonté de libérer les prisonniers politiques, il devait le faire avant leurs assises. Donc ça, c'est une insulte au peuple congolais. C'est une insulte, effectivement. Ce que nous avions pensé, nous, les analystes politiques, nous disions dans cet élan, dans cette chose que Kabila veut mettre en place. D'abord, M. Vital Kamerhe a dénoncé cela en disant que est-ce que c'est une carotte au lieu de libérer, c'est-à-dire que le prisonnier, et puis on rentre en concertation, il présente une carotte. Croyez-vous vraiment il va aller au bout de cette amnistie? M. Kabila n'a jamais tenu sa parole, il n'ira jamais au bout de sa logique. Vous savez qu'il veut à tout prix s'éterniser au pouvoir. C'est la raison pour laquelle il a appelé ses troupes soit des concertations, et après cela, ils vont suspendre la Constitution pendant 3 ans jusqu'à 2016. Vous savez que vous avez suivi la déclaration de M. Kemododo, qui a dit ouvertement qu'ils vont former un gouvernement d'union nationale. Nous, on nous a envoyé des invitations. On a dit pas question, parce que c'est une provocation encore de plus. Quand on a entendu que nous avons envoyé les invitations, c'est une provocation encore de plus. Ils ont arrêté M. Diomi Ndongala arbitrairement. Il y a un autre chargé de la presse qui est là. Il y a un autre chargé de la jeunesse qui est là, en prison, illégalement. Ils ont été enlevés depuis le 18 janvier. Et aujourd'hui, M. Kabila a dit qu'il veut amnistier. Ça, c'est une insulte. Si M. Kabila voulait dialoguer avec nous, on ne parle pas de constitution, mais dialoguer avec nous. Donc, nous avons dit dialogue inclusif, où nous allons aborder tous les sujets, toutes les questions d'actualité. Vous savez que M. Tshisekedi attend l'impériaux. Nous ne lâcherons jamais à cela. Et deuxièmement, il devait
d'abord libérer Diomi Ndonga de la prison et les autres détenus politiques. Donc on ne peut pas, il ne peut pas nous dire que non, il veut dialoguer avec nous sans d'abord qu'il y ait la libération de Diomi Ndonga là. Voilà. Alors nous allons nous attarder sur ces discours. Dans ces discours, il avait émis les souhaits de résorber 5 points, en partant de l'autorité de l'État et la démocratie. Je dis ça en vrac. Hein. Il parle de la décentralisation, il parle au niveau de l'armée, démobilisation et également rapatriement des troupes. Il parle de ces peuples qui devaient avoir une certaine force, c'est-à-dire les institutions assez fortes. Mais il a omis, je ne sais pas si c'est délibéré, de parler de problèmes qui brûlent aujourd'hui la RDC. D'abord, la guerre, ça il n'a pas beaucoup parlé. Il n'a pas parlé également de la vérité des urnes, c'est-à-dire de la légitimité de son pouvoir. Et il a laissé de côté ces crises essentielles. Comment voulez-vous aller vers l'aboutissement de quelque chose qu'ils ont mis en place et ôter en fait les éléments essentiels de ces prérogatives? Vous savez, M. Bongos, M. Kabila, revenons un peu à l'accord de l'Addis Abeba, il est parti à Addis Abeba avec les autres chefs d'État africains. Ils ont signé cet accord-cadre-là. Qu'est-ce que dit cet accord-cadre-là? M. Kabila ne peut pas convoquer les dialogues inclusifs. Donc ça revient à l'ONU de convoquer cette assise-là. Donc d'abord, il a violé lui-même l'accord-cadre. Deuxième chose, il doit... résolution aussi du Conseil de sécurité, voilà. Deuxièmement, il doit respecter la démocratie. Il n'a pas respecté la démocratie. Juste en revenant de l'Addis Abeba, il a arrêté Diomi Ndonga le 8 avril, à 22h19. Alors, illégalement, sans aucun document officiel. Troisièmement, l'état de droit que vous parlez. Mais si vous allez aujourd'hui à Kinshasa, vous allez voir, il y a plein de Koulouna. Mais le Koulouna, c'est une milice du pouvoir, entretenue par les Kimbut et consorts. Ils ont bien boutiqué ça avant les élections du 28 novembre 2011. C'est eux qui ont fabriqué le Koulouna. Aujourd'hui, le peuple quinois ne sait pas circuler la nuit librement. Dans des quartiers populaires comme Kaouka, comme Kimbatseke, Matete, Lingwala, tout ça, la Kalamou. Donc vous ne savez pas circuler librement parce que les Koulouna que les Kimbut et consorts ont fabriqués contrôlent la ville. Et où est l'État? L'État n'existe pas. Nous avons un problème de leadership dans notre pays. Raison pour laquelle ces gens-là qui nous gouvernent par défi ne veulent pas voir Etienne Tshisekedi et le Diomi Ndonga diriger dignement notre beau Congo. Donc nous voulons que M. Kabila d'abord respecte la vérité des urnes, qu'il respecte l'accord d'Addis Abeba, qu'il respecte aussi tous les accords qu'il a sur lui-même. Parce que M. Kabila a la facilité de signer les accords. Je ne sais pas, peut-être qu'il ne comprend pas les textes. Il a la facilité de signer les textes, mais l'application pose problème. L'application pose problème, effectivement. Que pensez-vous dans l'ensemble de son discours? Parce qu'on va terminer avec ses discours, on va attaquer le cas de Diomi Ndonga et également le cas du porte-parole d'Idemont qui a été assassiné. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cela. Alors, dites-moi dans l'ensemble, quelle lumière tirez-vous par rapport à son discours, hein, dans son ensemble? C'est ce que je viens de dire, donc c'est une insulte au peuple congolais. Vous savez que la guerre de l'Est, là, c'est une guerre entretenue par Kinshasa. Regardez, il y a un général qui est président de Vita Club d'ailleurs, qui circule librement, qui roule carrosse à Kinshasa, qui construit ses immeubles comme il veut. Ce général-là a été accusé par l'ONU, via la MONUSCO, d'entretenir une relation... Ou Amis Sitamofort. Il a entretenu des relations particulières avec les M23. Vous allez voir que la majorité des généraux, des officiers militaires qui sont à Kinshasa, sont en contact permanent avec les M23. Et ce général a été accusé pas par les Congolais ni par l'opposition, mais par l'ONU de fournir des armes aux troupes rebelles. Mais M. Kabila n'a jamais arrêté ce général-là. Donc, est-ce que vous croyez que ce général-là pouvait donner les armes aux 23 seuls? Donc, l'ordre venait de quelque part. Donc, M. Kabila doit répondre à ces accusations de l'ONU. Alors, il doit répondre à ces accusations, il doit répondre encore à cette forme de brouillard qui existe autour de sa rencontre à Kampala. On appelle une rencontre secrète à Kampala avec Paul Kagame. Êtes-vous au courant avant qu'il y ait Oui, nous sommes au courant de tout. Je vais vous dire une chose. Vous savez, Roger Lumbala, qui aujourd'hui les gens ont accusé de tout et de rien. Vous savez que Roger Lumbala était en contact avec Bosco Tangara. Il avait dit lui-même
Ça ne vient pas de moi. Quand Roger Lumbala avait appris que Joseph Kabila est en contact avec Bosco Tangana, est en contact avec le Rwandais, est en contact avec le M23, Roger Lumbala, il peut vous dire, vous pouvez le prendre. Il était... Mais je ne pense pas qu'il passera chez moi. Mais voilà. Donc, vous dites, Roger Lumbala avait déjà dévoilé cela. Vous savez que Roger Lumbala, c'est un ancien rebelle. Kabila, c'est un ancien rebelle. Les mêmes ce sont des anciens rebelles. Ce sont des gens qui se connaissent bien et ils connaissent le terrain. Donc, Roger Lumbala avait déjà dévoilé cela. Même nous-mêmes, nous avons des canaux où on nous informe que Kabila est en contact permanent avec le M23. Je pense seulement le cas de M. Amis Tangofor. Il n'est pas inquiété. Mais c'est l'ONU qui l'avait accusé. Donc, nous avons un pour notre pays. Ça s'appelle en français la haute trahison. Donc, M. Kabila, demain, doit être traduit devant la justice. Et je crois que c'est la justice internationale qui doit se saisir de ces dossiers. Parce que là, le peuple congolais se sent étranger aujourd'hui chez lui. Allez à Kinshasa, vous allez voir qu'il y a juste un petit groupe de gens qui roulent carrosse, qui vivent bien, mais la majorité de la population congolaise est en train de souffrir. C'est pourquoi des gens comme le Guillaume Ndongala auront toujours de gros soucis parce qu'ils défendent toujours les intérêts suprêmes de la nation. Alors, effectivement, c'est un problème assez évident aujourd'hui. Et vous avez cité les noms de Roger Lumbala, qui parlait de collision entre José Kabila et le M23, le M23 avec Paul Kagame. On sait qu'il y a eu cette rencontre secrète dénoncée par notre confrère de Congo indépendant. Mais dites-moi, quelle est l'action que vous pourriez mener à Kinshasa, au niveau, je suis sûr qu'elle est à Kinshasa, vous prenez des risques à Kinshasa, vous vivez dans une oppression terrible. Quelle est la démarche que pourriez-vous mettre en place pour que le peuple congolais sache au moins que Kabila est, entre guillemets, comme vous l'avez dit, un vrai traître à la nation? Oui, bah écoutez, d'abord, il faut regarder, disons, le parcours de l'homme. Il n'y a pas un peuple sans histoire, il n'y a pas non plus une histoire sans peuple. Le peuple congolais, s'il vous plaît, je vous en prie, n'ayez pas la mémoire courte. Mais c'est Kabila est venu avec qui? Avec les Rwandais. Il est venu avec qui? Les forces négatives. Depuis 1996, le Rwandais, Ougandais, Burundais n'ont jamais quitté la RDC. Ils sont toujours chez nous. Que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans la police nationale, que ce soit dans les services de renseignement. Ils sont là, ils nous ont infiltrés. Ils nous ont infiltrés. C'est pourquoi nous sommes ici pour mobiliser la communauté internationale. Toutes ces aventures-là doivent cesser, doivent arrêter. Bravo à la France, parce qu'avec le gouvernement du président Hollande, il faut quand même des efforts pour que le Congo puisse vivre en paix. Donc, nous demandons à ce que M. Kabila quitte le pouvoir parce qu'il a fait un putsch le 28 novembre, que M. Tshisekedi puisse prendre sa fonction et que le pays continue. Parce que là, on est vraiment bloqué. On ne sait pas, disons, vivre en paix dans notre pays. On discutait dans les réseaux sociaux. Il y a eu une question qui a été posée, enfin, d'une grande pertinence. Une combattante, une résistante qui est connue, que je ne souhaite pas citer les noms, disait si on venait à présenter des candidats pour 2016, il y aura peut-être Vital Kamerhe, il y aura un gouverneur du Chaba, enfin du Katanga, et également Kabila lui-même. Mais on a évoqué les cas d'Étienne Tshisekedi en disant 2016 est là, comment on va pouvoir récupérer l'Imperium? Alors si en 2016, d'ici 2016, il ne récupère pas l'Imperium, après 2016, comment on peut faire? Est-ce qu'il peut toujours récupérer l'Imperium ou pas? C'est ça la question était un peu là. C'est la problématique. Je crois que c'est une très bonne question qui mérite aussi une bonne réponse. Nous sommes en politique, il ne faut pas exclure tout le schéma. M. Kabila a fait un putsch le 28 novembre. M. Tshisekedi a gagné les élections. Nous sommes même majorité au Parlement, raison pour laquelle nous avons mis en place notre plateforme de soutien au chef d'État élu, la MPP, donc la majorité présidentielle populaire, dont Eugène Ndongala en est le porte-parole. Mais ce que nous demandons... Qui peine à marcher aussi, parce que Guillaume Ndongala est en prison. Non, la MPP est en train de travailler efficacement. Je ne peux pas tout dévoiler ici, sur le petit écran. On est en train de travailler efficacement et bientôt vous aurez de bons résultats. Donc, nous avons opté pour la lutte non armée, pour la non-violence, et je vous dis que nous avons suivi les chemins les plus durs. Donc, celui de la démocratie, de l'état des droits et de la bonne gouvernance.
Donc ne croyez pas que c'est facile pour nous, mais nous sommes là, nous nous battons. Nous nous battons. Mais M. Kabila a des armes. Nous avons uniquement nos idées et puis notre bouche pour parler. Mais vous regardez tous les effets que ça produit. Si aujourd'hui Diomaye Ndongala est en prison, c'est à cause seulement de ses idées, c'est à cause de ce qu'il a toujours défendu. Ça hargne voilà, sa parole, voilà. etc. Donc, sa force de nous demandons à ces gens-là qui s'inquiètent pour le président Eli, sur l'excellence de prendre leur mal en patience. Nous sommes là, nous sommes en train d'arriver. Et bientôt... Pouvez-vous nous expliquer au moins, si le 2016 venait à passer, on arrivait, comme on appelle, au deadline, à la date butoir de 2016, et que l'impérium n'est pas récupéré, après, comment va ça se passer? Il y aura des élections ou bien on va établir l'homme à sa place Mais moi, je vous dis déjà une bonne nouvelle au peuple congolais. Avant 2016, rassurez-vous, Etienne Tshisekedi aura bel et bien l'effectivité de son pouvoir. Donc ça, je vous garantis. Je ne peux pas tout détailler ici, mais je vous dis seulement qu'il va diriger le Congo avant 2016. Merci. Mais avant 2016, alors, nous attendons avec beaucoup d'impatience ce que vous venez de nous promettre. Vous savez, comme un homme politique disait, les promesses n'engagent que ce qui les tiennent. Alors, moi, je vous les concède. Alors, je souhaiterais rentrer dans le cadre de l'arrestation ou la mise en liberté provisoire de Diomaye Ndongala. Quelles sont les démarches aujourd'hui entreprises pour qu'aujourd'hui que nous puissions espérer voir ces leaders d'opposition dehors? Oh, merci beaucoup, M. Roger Bongos, pour votre question. Je crois qu'aujourd'hui, même les magistrats de la Cour suprême de justice ont compris, l'ont confirmé, que Diomaye Ndongala, c'est le prisonnier personnel de M. Joseph Kabila. Ils ont rendu 3 arrêts autorisant Eugène Diomaye Ndongala d'être assigné, surveillé chez lui à la maison. Parce que pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça juste pour plaire au régime dictatorial de M. Kabila. Parce que le dossier est vide. Il n'y a pas de plaignant. Il n'y a rien. Il n'y a rien, je vous dis, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, nous avons toutes les preuves démontrant effectivement que c'est M. Kabila qui est l'auteur de tout le montage avec son équipe. Moi-même, je vous dis que le 11 avril de cette année, 2013, j'ai été convoqué au parquet général de la République. Pour quelle raison? Je ne sais pas si c'est moi aussi, j'avais violé avec M. Diomaye. Ils m'ont convoqué. Alors, le PGR, lui-même avec ses 2 adjoints, ne savait pas. Mais Kaberna Numbi avec ses 2 adjoints, les 2 premiers avocats. Le PGR, c'est quoi? Pour que les gens puissent savoir. Le procureur général de la République. D'accord. Alors, ils m'ont convoqué, ils ne savaient pas, disons, quoi me reprocher. Heureusement pour moi, j'avais déjà averti, y compris les amis diplomates et la presse nationale et internationale. Ils étaient bloqués parce que quand ils ont appris que non, tout le monde était au courant lors de ma convocation, ils étaient bloqués. Mais leur objectif, c'était quoi? C'était de nous anéantir. Parce que la démocratie chrétienne aujourd'hui a fait un grand travail au Congo et continue de faire un grand travail. La majorité présidentielle populaire, dont M. Diomaye Ndongala et l'initiateur, a fait aussi un grand travail. Donc leur stratégie, c'était de nous anéantir. Et après, ils voulaient maintenant nous proposer quelque chose. Dans la position de faiblesse, on allait accepter. Et après, bon, l'affaire est clos. Malheureusement, même M. Diomaye Ndongala, là où il est en prison, ils lui ont proposé des choses. Mais il a toujours dit, pas question pour le Congo, je mettrai point pour le Congo, je suis prêt à mourir. D'accord, voilà. Il est prêt à mourir comme Lumumba, comme les autres, comme Mouzé, quand il a dit aux Rwandais, écoutez, la guerre sera longue et populaire. Là, on est en train de se rendre compte que c'est même plus la guerre, c'est la trahison, la plus grande trahison. C'est la haute trahison. C'est la haute trahison. Voilà. Donc, comme c'est la haute trahison, il y a des mécanismes qui sont préétablis au niveau de la Constitution pour destituer, bien entendu, cet homme qui est accusé de la haute trahison. Ben, vous savez que je vais un peu revenir en arrière. Notre ami et frère, Martin Fayoulou, qui avait initié une action dans ce Parlement-là, l'année passée, contre M. Kabila, pour haute trahison. Vous avez vu comment M. Ninakou et consorts se sont comportés vis-à-vis pas seulement de notre frère Martin, mais de l'opposition. Vous avez vu. Donc, nous ne comptons pas ni sur le Parlement, ni sur le Sénat, ni sur M. Kabila, mais nous comptons sur l'ensemble du peuple congolais. Le pays va aller de l'avant si aujourd'hui tous les peuples congolais se mettent ensemble. Ils disent que non, écoutez, boutons les ennemis de notre pays dehors. Mais
nous, tant que nous sommes toujours divisés, le Congo sera toujours dans cet état actuel. Donc c'est pourquoi nous demandons à tous les amis qui siègent dans ces assises-là, soi-disant consultation nationale, de quitter cette salle-là, parce que ça c'est la haute trahison. Et c'est une insulte aux millions de morts que nous vivons tous les jours. Il y a près de 700 concertateurs, comme je les appelle, avec des périums allant de 480, ça dépend du niveau de personnes, jusqu'à 1000 euros, enfin 1000 dollars par jour, par personne. Sans compter, bien entendu, les accessoires, sans compter aussi les choses qui viennent à côté, la prise en charge au niveau restauration, hôtel. Et c'est des sommes gigantesques, énormes, dépensées pour aboutir à une quai de poisson. Mais M. Bongo, je vous apprends rien, vous connaissez un peu la situation de notre pays. Un fonctionnaire gagne combien? Il gagne 40 000 francs congolais, à peu près 37 euros, 38 euros, 36, 38 euros par mois, pas régulièrement non plus. Un policier gagne combien? La même somme. Mais allez à Kinshasa, vous allez voir que ces gens-là dépensent l'argent du contribuable congolais. Ils font de nos richesses. Pourquoi? Parce que ce sont des étrangers qui dirigent le Congo. Ce sont des gens sans cœur qui sont là pour leur plaisir et puis ils savent que demain, s'ils quittent le pouvoir, ils auront des comptes à rendre. Regardez par exemple nos frères, parce que ce ne sont pas des ennemis, nos frères comme les Mendo, Malanga, tout ça, aujourd'hui, qui s'acharnent sur leurs frères. Vous croyez que ces gens sont des kabylistes? Non. Ils sont là juste pour le besoin de la cause. Ils sont là pour satisfaire un peu leurs petits besoins sociaux, c'est tout. Mais nous demandons à ces gens-là de quitter ces traits-là. C'est pour ça que je viens de vous dire qu'avec la somme proposée chaque jour, est-ce que vous croyez, vu les conjonctures actuelles, croyez-vous que ces gens vont pouvoir quitter? Mais c'est bon, moi je vous dis, je prends un autre exemple. On nous a proposé des choses terribles, mais on a dit pour l'amour du Congo, on ne peut pas accepter. On nous a posé la primature, on nous a posé les postes ministériels. On a dit pas question. Mais l'argent, c'est pour nous les Congolais. Les richesses, c'est pour nous les Congolais. Comment un étranger peut venir proposer un poste ministériel ou la primature, mais vous êtes dans votre propre pays? Donc il faut être idiot pour accepter cette chose. Je pense que vos propos, c'est vrai, montrent qu'il y a aussi une idiotie en RDC par rapport à des gens qui nous gouvernent. Alors, dans le cas où ces concertations aboutissaient à quelque chose, je vous dis déjà que ça n'aboutira à rien, parce que déjà, le vrai leader de l'opposition que nous ne sommes pas là. Et quand vous parlez de 700, ils ne sont pas 700 dans la salle. Regardez même les images du samedi passé. Ils ont mis les gens du PPRD, les gens de l'RMP, ex-MP, ex-majorité présidentielle. Ils l'ont mis là-bas dans la salle de jeunesse et tout ça. Ils sont là. Allez maintenant aujourd'hui voir la salle, comment elle est presque vide. Alors c'est vrai qu'on se rencontre, c'est l'observation que nos confrères ont pu faire, internationaux, ces confrères. On serait une seule chose, la ville est complètement déserte. La zone où il y a les concertations, c'est une zone barricadée, militarisée, voilà, avec des chars, voilà. Tout ça. Pensez-vous que le peuple congolais a à voir avec cette histoire? Non, c'est ce que j'ai dit. J'ai rêvé un peu en arrière, pendant la francophonie. La ville était militarisée. Même quand François Hollande était venu, lui-même, il a constaté. Le membre de l'Union européenne qui était là, ils ont constaté. Aujourd'hui encore, la ville est militarisée. Donc pourquoi vous dites que vous êtes au pouvoir? Vous avez la confiance du peuple, mais vous avez peur vous-même pour votre propre sécurité. Donc c'est là, il y a quelque chose qui cloche. On a vu à l'époque de la conférence nationale souveraine, la ville n'était pas militarisée. La conférence souveraine a duré pendant combien de temps? Presque 9 mois. Mais la ville n'a jamais été militarisée. Mais pourquoi aujourd'hui militariser la ville? Parce qu'ils ont peur du soulèvement populaire. Ils ont peur du peuple congolais. Ils ont peur de tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi nous appelons notre peuple à la vigilance. Et bientôt, je vous dis que le chef de l'État élit, que le peuple congolais s'est choisi lui-même, va prendre
l'effectivité de son pouvoir. Alors, parlons de la famille, parce que je n'aime pas trop, quand on fait de la politique, parler de la famille, parler des épouses, parler de gens qui entourent les hommes politiques. Néanmoins, je parle de cette épouse, Madame Diomi Dongola, parce qu'elle a fait beaucoup d'interventions concernant son mari. Elle a commencé avec la grève de la faim, vous le connaissez. Elle a basculé avec des conférences de presse en multipliant le marathon là-dessus. Dites-moi, aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à cela? Bon, vous savez que Mme Diomi elle est au Congo depuis aujourd'hui, je dirais 23 ans qu'elle est là. Elle n'a jamais quitté le Congo. Elle est mariée à M. Diomi Dongola, avec qui ils ont des enfants. Ils ont 4 enfants qui sont sur place à Kinshasa. C'est une dame qui n'a jamais, disons, peur de tout ce que nous vivons au Congo. Elle affronte et elle connaît la situation politique de chez nous. Je crois que bientôt, vous allez la voir même en duplex. C'est une dame qui se bat aujourd'hui pour la libération de son mari, qui se bat aujourd'hui pour la dignité de sa famille. Vous savez que l'honneur de son mari a failli être bafoué. Hein, excusez-moi. A été bafoué. Oui, voilà. A déjà été bafoué. Non, a failli. J'ai dit a failli parce qu'aujourd'hui la vérité est connue au grand jour. Tout à fait. Hein, vous savez. Mais elle a été quand même bafouée. Voilà. Non, a failli, j'ai dit. Parce que ce sont seulement les imbéciles qui ont crié à ces montages, la grossière du pouvoir en place. Vous savez que dans le dossier de M. Diomi Dongola, il y a eu à boire et à manger. Il y a eu plus de 600 000 $ qui étaient sortis pour, disons, couler Diomi Dongola. Mais heureusement pour nous, nous avons la justice divine. Donc, qui est toujours là pour les enfants. Quand on parle de justice divine, je fais une petite parenthèse, vous parlez souvent de Dieu et aussi, Kabila, lors de ses interventions, a évoqué le nom de Dieu. Il a dit, voilà. Tant mieux pour lui. Il a utilisé un terme, il dit, pour lui. le Très-Haut ne peut pas donner à l'homme tout juste ce que, en fait, sa capacité peut tant mieux pour lui, comme il reconnaît. Alors, en arabe, on lui dit, c'est vrai que j'ai soulevé ces points essentiels. On dit, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas vous donner plus que votre capacité. Et effectivement, vous pensez qu'on doit mélanger toujours la politique avec les religions pour arriver à cela? Bon, nous sommes un peuple, disons, laïque. Hein, nous sommes dans un État laïque, mais nous croyons aussi à Dieu. Donc, parce qu'on ne peut pas quand même nier Dieu, on ne peut pas oublier Dieu, parce que c'est lui qui est le fondateur, le créateur de toutes choses. Mais Dieu n'est pas dans les mal. Dieu n'est pas dans les montages. Dieu n'est pas dans la fabrication, je ne sais pas quoi. Dans la tricherie. Voilà, ça, excusez-moi, merci. Dieu n'est pas dans la tricherie non plus. Donc vous trichez, vous associez Dieu, là, je suis désolé. Il y a quelque chose. Il y a un problème. Donc, nous demandons, pour revenir un peu à votre question, Mme Diomi Dongola se bat pour la libération de son mari. Et elle est là, comme toujours. Est-ce qu'on peut la voir? Voilà, mais il n'y a pas de souci. Alors, on va essayer de l'appeler. Hein. Je vais utiliser mon portable ici, qu'elle puisse nous passer un bonjour. Que nous passe un bonjour de 5 minutes à peu près, parce que comme je l'ai appelé avec mon téléphone, ça sera du direct. Alors, on va mettre le micro, afin que nos amis téléspectateurs, on va mettre le micro, afin que nos amis téléspectateurs puissent suivre la conversation. Voilà, je vais essayer de remettre l'option téléphone. Alors voilà, est-ce qu'on peut avoir ces numéros? Oui, donc c'est le... Vous ne pouvez pas le dire, bien entendu, pour ne pas trop permettre certaines personnes d'importuner cette brillante femme. Alors, je suis en train de faire son numéro. Alors, 243 81, je dirai par la suite 21. Alors, c'est cela. Et puis, il y a 6. Et voilà, on va pouvoir l'appeler. Amis téléspectateurs, nous sommes en train
d'appeler Madame Diom Ndongala en duplex, afin que puisse nous éclairer sur la situation de son mari. Voilà, nous avons l'appel. Ah. Non, on essaye. Non, c'est les réseaux. Faut toujours. C'est les réseaux. Je restais en compte. Oui, oui. Ça, c'est les réseaux. Oui, allô? Allô? Oui, Oui. C'est Freddy. Je suis avec Roger Bongos. Hein? Oui, Roger Bongos de Africa Rédaction. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, voilà. Merci de répondre à ces coups de fil. Et on a une question. On est en direct avec Monsieur Kita. Dites-nous brièvement, comment va votre mari? Il est encore malade et privé de soins médicaux. C'est pas la situation. Et en plus, comme vous savez, détenu illégalement depuis pratiquement 6 mois. Oui, alors pratiquement 6 mois. Alors, que pensez-vous de ces derniers discours que Kabila a pu faire pour la libération de prisonniers politiques et également de prisonniers d'opinion? Il faut être très attentif aux détails parce qu'en réalité, lui n'a même pas cité le mot prisonnier politique. C'est la presse qui a utilisé ce nom. Et c'est déjà important que la presse, même du pouvoir, reconnaisse l'existence des prisonniers politiques. En ce qui concerne le discours de M. Kabila, je dois dire qu'il y a un caractère flou qui correspond au manque de précision sur les temps, les modalités et surtout, comme dans le cas des prisonniers de mon mari ou d'autres prisonniers de l'ADC et de la RPP comme Verdict Mutuntua ou M. Stallone de l'UDPS RPP, sa mère aussi qui est encore détenue, sans procès depuis plus de 6 mois. Il n'y a aucune précision. Le discours est vraiment trop vague. Alors, le discours est trop vague, effectivement. Alors, dites-nous maintenant, qu'est-ce que vous attendez de ces régimes? Qu'est-ce que vous comptez faire en termes de... Parce qu'on le sait que le magistrat avait demandé, enfin, le gouvernement avait demandé qu'il soit mis en résidence surveillée, mais les magistrats, la Cour suprême de justice, pardonnez-moi, voulait que le Diom Ndongala soit mis en résidence surveillée et que, bien sûr, ces magistrats, ces petits magistrats qui sont à la botte de Kabila ne veulent pas. Que pensez-vous de cela? Ce n'est pas seulement ça le problème. Je vous informe aussi que les médecins du CPRK, aussi bien que les médecins du camp Kokolo, qui a fait une contre-expertise concernant l'état de santé de mon mari, ils ont tous les deux demandé son hospitalisation immédiate. Les documents pour son transfert à l'hôpital ont été déjà signés depuis plus d'un mois et demi. Mais il y a eu des injonctions des membres de l'exécutif, que ici je ne peux pas citer, mais on sait qu'ils ont fait des pressions dans ce sens, pour que mon mari soit privé d'assistance médicale. Et vous comprenez que son cadre, sa situation au sein d'un prisonnier politique, mon mari a été trop dérangeant pour le régime en place, son combat a été trop cohérent, il fallait les neutraliser à tout prix. Et c'est pour cela que le régime Kabila a mis en place un double montage dont l'objectif était tout simplement de les mettre en prison et de jeter la clé. Pour ce qui concerne les garanties des droits, il n'y en a aucune qui a été respectée dans le cas de mon mari. Il est privé des garanties minimales des droits. Même son avocat a été menacé avec un mandat d'arrêt. Quand on arrive à des extrêmes pareils, vous comprenez que la situation est extrêmement grave. Mais je voudrais aussi souligner la gravité de la situation en général pour les partis, parce qu'avec l'excuse du premier montage de juin
2012, la démocratie chrétienne a été pratiquement obligée de vivre dans la clandestinité. Le siège du parti a été saccagé, pillé, occupé pendant plusieurs mois par la police sans mandat. Et tout ce qui est fait du bureau, autre chose, ont été emportés. En plus de cela, les cadres de l'ADC, au moment où je vous parle, continuent à être traqués. On essaie de les piéger avec des coups de fil qui viennent des services de sécurité pour des rendez-vous manqués qui malheureusement risquent de s'apparenter à ce qu'a subi Guillaume Cache, parce que lui aussi a été victime d'un faux rendez-vous qui s'est terminé comme vous le savez. Au-delà de la situation de mon mari, il faut aussi souligner la gravité de la situation en général pour un parti politique qui existe depuis 20 ans dans la légalité la plus absolue et qui est obligé de vivre dans la clandestinité à cause de sa vision politique qui ne correspond pas à celle du pouvoir en place. Alors, la situation est extrêmement grave. Alors, si je pense bien par rapport à vos propos, donc il s'avère que ces concertations-là ne servent à rien. J'ai lu ce matin une définition qui a été même publiée sur le site de l'ABC. On définit cela de monologue national. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous êtes des médias et je pense que vous pouvez être plus sensible à ce type de problème. Vous savez que même Radio Cap n'a pas été accrédité pour suivre ces prétendues concertations nationales. Je crois que cela indique le niveau d'enfermement dans lequel ces pseudo-concertations ont lieu. En plus, parlons clairement, s'il y a eu la nécessité de faire un dialogue, une concertation, comment on veut l'appeler, tel que prévu dans l'accord cadre, c'est grâce au travail et la protestation des forces de l'opposition comme l'ADC, la FDP, l'UDPS, qui ont crié contre l'OLDAP électorale de novembre 2011. Et plutôt que résoudre la question de la crise de légitimité qui a découlé de ces problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Un séminaire interinstitutionnel entre les deux chambres pour discuter des problèmes qui, alors, à ce niveau, il fallait qu'ils les résoudre officiellement dans le cadre institutionnel. Je ne vois pas en quoi ce type de concertation peut résoudre les problèmes qui remontent à novembre 2011. Merci infiniment. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de la diaspora congolaise? Non, je demande à la diaspora congolaise de continuer à se mobiliser pour soutenir Guillaume Ndongala, surtout en ce moment où sa vie est en danger, pas seulement en ce qui concerne son état de santé. Je crois que ceux qui viennent comprendre sont en train de bien interpréter les mots. Parce que ce qu'on a essayé de faire en juin 2012, c'était en réalité une tentative d'assassinat qui n'a pas porté aux résultats escomptés pour les services de sécurité. Nous avons besoin de la mobilisation et du soutien de tout le monde pour éviter que le pire puisse arriver envers un combattant de la liberté. Parce que mon mari a démontré avec une extrême cohérence, en se privant de tous les privilèges, en continuant la lutte jusqu'au bout, qu'il était en train de combattre pour le bien de la RDC. Merci infiniment, Madame Guillaume Ndongala, d'avoir accepté cette interview en duplex entre la RDC et la France, bien sûr, en présence du représentant de la démocratie chrétienne. Merci à vous et bon séjour en RDC. Merci à vous, M. Roger Bongo, surtout pour le travail d'information et conscientisation que vous faites à relâche depuis longtemps. Merci infiniment. À très bientôt. Ben, voilà, amis téléspectateurs, vous venez de suivre en direct
l'émotion, en fait, la déclaration de Mme Ndiom de Gala, au regard aussi de ce qui se passe en RDC. On nous parle de concertation, mais en réalité, voyez-vous, il y a concertation, ce que je viens d'apprendre, il y a un monologue, en fait, en RDC, effectivement, les Congolais savent changer les termes, monologue national. Et voilà, donc Kabila parle pour parler, et donc sans aucun résultat. Il présente quelque chose à la main gauche, et la main droite, bien entendu, il sévit hein, dans sa façon de faire les choses, dans la brutalité absolue. Quelle est la première impression avez-vous par rapport à la déclaration de Mme Dominega? Non, mais moi je vis avec elle, je vis avec eux. Je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Donc nous sommes là sur le terrain, nous vivons ce que nous vivons, nous subissons ce que nous subissons. Donc c'est quand même avec émotion que nous apprenons tous les jours ce qui se passe sur le terrain. Mais ce que je vais vous dire, M. Bongos, vous savez que M. Kabila n'a pas d'état d'âme. Ben, on vient de s'en apercevoir. M. Diom Ndongala, comme vient de dire sa femme, est très malade. Est très malade. Je dis, le représentant de l'Union européenne en RDC est allé visiter Diom Ndongala en prison. C'est un médecin, il a constaté que Diom Ndongala est très malade. Imaginez un représentant de l'Union européenne qui est allé voir un détenu à la prison centrale de Makala, lui-même étant médecin aussi de formation, il a essayé un peu d'examiner M. Diom Ndongala en prison. Il a fait appel au médecin de la prison. Qu'est-ce que le pauvre peut faire, le médecin de la prison? Il ne peut rien faire. D'abord, il est limité. Il a fait appel au directeur de la prison et ils ont constaté ensemble les dangers qui entouraient la vie de M. Diom Ndongala. Ils ont fait semblant de le transférer à l'hôpital militaire du Kankokolo, un hôpital que nous connaissons tous, qui est délabré, qui a une souffrance terrible. Il n'y a pas de sans médecin, tout ça. Oui, on connaît bien ces voilà. Il y a un médecin militaire qui a essayé d'examiner Diom Ndongala. Il a diagnostiqué, il a dit clairement qu'il doit être transféré dans un centre approprié. De quoi souffle-t-il? Ben, vous savez, Diom Ndongala, je crois que vous l'avez suivi lui-même. Il a déclaré ceci, qu'il était empoisonné. Il est empoisonné. Et dernièrement, il a piqué une crise de paralysie. Comme Coutinho. Et aujourd'hui, Diom Ndongala ne sait pas bouger ou tourner comme ça, comme moi. Donc pour qu'il te regarde même derrière, il doit tourner comme ça. Parce que le cou est bloqué, son cou. La situation est assez difficile en RDC. Et là, on se demande pourquoi ces concertations. On fait la concertation, les concertations, enfin, ces assises de PPRD. Et comme Mme Ndiom Ndongala vient de dire, c'est le monologue national. Et on arrête les gens à tour de bras, puis on torture, on emprisonne. Ndiom Ndongala est pratiquement paralysé et Chaloupa très malade. Tout le monde rentre en prison là-bas, ressort empoisonné. L'histoire d'Alain Moloto, tout ça. Dites-moi, expliquez-moi un peu Alain Moloto, Ndiom Ndongala. Oui, mais vous savez que la volonté disons, politique de M. Kabila est de voir disparaître Eugène Ndiom Ndongala, Jacques Chaloupa, Coutinho Fernando et les autres. Revenons un peu à l'histoire d'Alain Moloto. J'ai été choqué dernièrement quand j'ai regardé la télévision, la RTNC, bien qu'on n'a pas l'habitude de regarder cette chaîne-là. Oui, c'est difficile à regarder cette chaîne. C'est difficile. Il y a trop de bêtises là-dedans. Alors, un monsieur qui se déclare être, je ne sais pas, musicien, je ne sais pas quoi, dire à la télévision qu'Alain Moloto n'était pas empoisonné. Ça, c'est une insulte par rapport à la famille chrétienne congolaise et par rapport à la famille d'Alain Moloto. Vous le connaissez très bien. C'est un monsieur que je connaissais très bien, personnellement, qui venait chez moi à la maison. On s'est côtoyé, de temps en temps il m'appelait, on s'appelait. Et dernièrement d'ailleurs je suis allé le voir. Il m'a dit que non, vraiment je suis malade, je suis empoisonné. J'ai été choqué. Ce monsieur, je ne sais pas si on lui a donné 100 $, je ne sais pas quoi. Il passe à la télévision pour dire qu'Alain Moloto n'était pas empoisonné. Ça vraiment c'est une insulte. Et il ne peut pas se permettre, au nom de qui et de quoi, il doit en faire toute une émission, je crois, d'1h30, pour dire que non, Moloto n'était pas empoisonné. Donc vous voyez ces régimes-là qui assassinent les Congolais et après il dit que non, il envoie les mêmes Congolais
pour démentir. Comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment dommage, surtout pour l'Église qui se dit des réveils au Congo. C'est vraiment malheureux. Alors, Chaloupa, vous savez que Chaloupa a été condamné illégalement. Disons, et détenu illégalement, il a été condamné à 4 ans de prison. Il est malade. Il fait de la tension, il est malade, des fois il pique des crises. Il doit être soigné. Et c'est un procès arbitraire. Bah, ça, voilà. Deuxièmement, vous avez le cas de notre frère, Coutinho Fernando, qui avait fait une crise d'AVC, parce qu'il était, pendant certains moments, malade. Depuis 2010, Coutinho était malade. Mais il voulait vraiment le voir mourir, comme ils l'ont fait avec le général Yaf. Il y a aussi Diomène Nongala. Qui était des secrets, d'ailleurs. Qui était des secrets, bien sûr. Sur la mort de Mosé. Voilà. Et vous allez voir, il y a Diomène Nongala, qui est aujourd'hui très malade. Diomène Nongala, même pour tourner comme ça, il ne sait pas tourner. Il n'est pas libre de son corps. Il doit donc vraiment tourner comme ça pour aller, pour faire des mouvements. Même pour dormir, il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'aider. C'est une catastrophe, cette histoire. Voilà, c'est vraiment malade. Il y a le représentant de l'Union européenne qui est médecin, qui est allé voir Diomène Nongala un dimanche à Makala. Quand il a vu Diomène Nongala, il a diagnostiqué lui-même. Il a fait appel au médecin de la prison qui a constaté effectivement que Diomène Nongala court un danger. Il a fait appel au directeur de la prison qui a reconnu avoir depuis fait les billets de transfert. Mais vous allez voir, il y a M. Mende qui téléphone le directeur de la prison. Il n'est ni ministre de la Justice, ni le PGA, mais il téléphone le directeur de la prison pour lui donner les ordres. Donc, Mende, la mère Mende, je vous l'ai dit. Donc ça, c'est vraiment, vous savez, les Mende, là, ce sont des seigneurs de guerre. Ce sont des gens qui ont massacré, tué, pillé. Ils ont peur de la vraie justice. C'est pourquoi ils n'accepteront jamais de voir des gens comme le Diomène Nongala prendre les rênes de notre pays. Donc, on a un gros souci aujourd'hui. Diomène Nongala doit être soigné. Coutinho Fernando doit être transféré, même ici à l'étranger, pour se soigner. Pour se faire soigner, excusez-moi. Donc, nous sommes vraiment dans une république bananière. Nous sommes un État policier. Dans un non-État aujourd'hui. Et le peuple congolais aujourd'hui vit comme des étrangers. Allez à Kinshasa. Allez dans les quartiers populaires. Vous ne verrez jamais aucun officiel. Mais allez à Gombe là-bas, en plein centre-ville, vers l'Intercontinental, tout ça vers boulevard Tchatchi. Une clique de personnes. Vous avez une clique de personnes avec des gyrophares, tout ça est en train de dérouler chaos. Mais où allons-nous avec cette république? C'est pourquoi je demande à la diaspora congolaise de se mobiliser. Je demande aussi à l'homme politique congolais d'être vraiment responsable de ses actes. Regardez, aujourd'hui, on dit que non, il y a les péridiums de 420 $, et puis ça varie selon les poids politiques de chacun. 400 jusqu'à 1000 $. Voilà, jusqu'à 1000 $. Sans compter les à côté. Les à côté, les autres, voilà. L'hôtel à manger, etc. Mais écoutez, je crois que... Nourrir, loger, blanchi. Hein. Les policiers congolais, les policiers congolais gagnent combien? 40 000 francs congolais. Un fonctionnaire commun, 40 000 francs congolais. Donc, soyons quand même raisonnables. Soyons raisonnables. Alors, un mot de la fin, parce que je dis aux amis téléspectateurs, on a été interrompu, on a changé de caméra. Vous allez vous en rendre compte par rapport à la qualité d'image. Un mot de la fin. Oui, je remercie beaucoup à Afrique Rédaction, particulièrement à M. Roger Bongos, qui fait un travail remarquable. N'oubliez pas qu'à chaque fois que nous passons sur Afrique Rédaction, nous connaissons de gros soucis. Parce que votre site est considéré comme le premier site de l'opposition qui attaque le pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait à M. Kalev et consort. Donc je crois que vous avez suivi lors de notre dernier passage sur Afrique Rédaction. On a connu des grands soucis, moi et Maître Yala Toutou. Oui. Donc, il a été pourchassé. Il a été pourchassé. Heureusement que moi je ne suis pas encore rentré. Par Kalev. Donc, Kalev, il est le patron pour les amis téléspectateurs. Jusqu'à me téléphoner même pour me menacer des morts et d'arrêter même ma famille à Kinshasa. Donc nous connaissons la force d'Afrique Rédaction et nous vous encourageons. Nous sommes de cœur avec vous parce que vous faites un travail remarquable. C'est grâce à Afrique Rédaction que la communauté internationale nous suive. Hein, donc nous vous remercions. Madame Domi, d'ailleurs, vous l'a reconnu, vous a dit, physiquement, elle ne vous connaît pas, mais elle connaît Roger Bongos, parce que
Africa Rédaction, c'est parmi les sites, donc je dirais parmi les premiers sites internationaux, parce que vous êtes ici en France, qui nous donne un peu la force et de l'espoir aussi. De l'espoir, parce que je tiens à remercier, je récupère l'occasion pour remercier nos amis qui nous suivent tous les jours. Nous avons grimpé en termes d'affluence. Nous avons aujourd'hui, il y a quelques mois, nous avions 1 200 000 visites par mois. Nous avons 1 500 000 visites par mois. Bravo. C'est Africa Rédaction. C'est normal. C'est normal. Donc, je remercie tous les amis de la diaspora. Continuez un peu à être unis. Soyez unis, les amis de la diaspora. Et puis, je remercie pour ceux-là qui ne se sont pas rendus à Kinshasa. Parce que vous savez que le pouvoir en place a mis vraiment un paquet pour corrompre la diaspora. Mais heureusement que vous avez compris que ces assises-là ne servaient à rien et ça ne va jamais servir, aux intérêts de la population congolaise. Et je vous remercie beaucoup, cher ami Roger Bomos, merci pour votre travail et ce n'est pas à démontrer. Merci à vous. Comme on dit en français, les beaux esprits se rencontrent. Mon père disait toujours, quand un homme sait reconnaître la valeur de quelqu'un, c'est un grand homme. Merci à vous. Merci.